Bonjour à tous. Vous avez vu, on a eu un comité d'accueil exceptionnel. On espère que ça ne durera pas. Alors je voulais vous rappeler que nous avons créé l'Université populaire pour développer l'esprit critique dans tous les domaines que nous abordons, bien entendu, aussi bien scientifiques, littéraires, historiques. Éduquer, comme va le faire tout à l'heure M. Thomas Huchon, c'est aussi désigner du doigt, et surtout de la langue, tous ceux qui colportent les mensonges et les mystifications. Mais il y a quand même une hiérarchie dans la critique liée au degré de nuisance de ces contre-vérités qu'on appelle en France des infox. Il paraît qu'il y a un nom anglais pour ça. Alors si notre invité Thomas Huchon est là pour traquer les plus graves, les plus dangereuses pour le vivre ensemble, et tenter d'apporter des solutions et peut-être même des guérisons, ben nous aussi, dans notre université populaire, nous pourchassons tout ce qui nuit au développement d'une humanité pacifique, intelligente et solidaire. Alors il y a des croyances, vous le savez, qui n'ont pas l'air méchantes, tels les lieux communs, les clichés, les idées reçues. J'ai regardé dans le dictionnaire, une idée reçue, c'est une idée fausse que l'on croit vraie. Et nous pouvons être tous contaminés. Ce sont des croyances vénielles. Elles bénéficient d'une sorte d'indulgence, mais la question se pose quand même de savoir si elles n'empêchent pas la vérité de percer. Je pense, en histoire, à Pétain qui aurait été le bouclier face aux nazis, idée qui a permis à de gros collabos de s'en sortir. Ou encore, si elles ne servent pas de réservoir au racisme. Je pense à toutes les histoires belges qu'on m'a racontées, corses et autres, de mon enfance, et juives. Alors j'aimerais donc savoir si les croyances vénielles ne fournissent pas le poison aux idées mortelles, puisque le complotisme, tout en ayant l'air de dire des choses simplettes, massacre la science, la raison et la sagesse. Or, notre Upopobe invite donc des conférenciers de haute compétence, comme Thomas Huchon, pour faire ce travail d'intelligence et d'humanité. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, le docteur Michel Limousin nous a appris que c'était l'hôpital qui finançait la Sécu, et non le contraire, ce qui modifie les combats que nous avons à mener. Les idées reçues, par exemple, sur notre système économique, ont besoin, elles aussi, d'être revisitées. Je n'en saisis qu'une au passage. Derrière le tracteur du paysan, on nous dit qu'il y a une charrue. La vérité veut que ce soit une banque. Alors, des semeurs d'infox, en fait, il y en a beaucoup et depuis longtemps, déguisés en patriarches, en patrons, en maîtres, en seigneurs, en césars, en dictateurs. Et nous avons donc du pain sur la planche pour déceler leurs mensonges et nous en affranchir. Et ce soir, Thomas Huchon va surtout pourchasser les idées sorties d'intelligence à mobilité réduite. Il sera notre professeur de maintien citoyen. Thomas Huchon, c'est un écrivain. Il a écrit 2 livres sur Salvador Allende. Il en prépare un prochain sur le conspirationnisme et sur les fake news. Il est journaliste, réalisateur. Il a travaillé avec France Inter, Antenne 2. Il est spécialiste du web, des fake news et des théories complotistes. Il anime actuellement tous les vendredis à 17h sur LCI, une émission qui s'appelle Anticomplot. Vous avez été à l'origine d'une expérience sur la nouvelle fabrique de l'opinion à travers les réseaux sociaux et notamment Facebook. J'ai trouvé cette démonstration passionnante. Eh bien, la passion, vous allez nous la transmettre. Merci encore. Merci donc aux UPOP de m'accueillir ce soir, de me donner la parole, de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous. Et merci aussi à la fille d'avoir participé à tout ça. J'ai travaillé pendant très longtemps
sur l'histoire de Salvador Allende, sur l'histoire de ce pays, et sur un vrai complot. Le vrai complot de la CIA, des militaires chiliens, de la bourgeoisie chilienne, afin de s'attaquer à ce projet de transformation de la société, et qui est un complot sur lequel on a énormément d'éléments, de documents, de preuves, de choses qui sont totalement avérées. Et effectivement, moi j'ai passé très longtemps à travailler sur ce sujet-là, et il se trouve qu'après avoir travaillé sur ce sujet-là, je me suis retrouvé à travailler sur des faux complots. Les vrais complots existent. Et les vrais complots ont fait l'histoire. Au Chili, en Allemagne, en France. Mais, bizarrement, dans l'époque dans laquelle nous sommes, il y a une espèce d'autre menace. Les vrais complots existent toujours, mais aujourd'hui, le danger qui est face à nous, c'est que les faux complots fassent l'histoire. Ils l'ont déjà fait un petit peu dans d'autres pays. Je pense bien entendu à ce qui s'est passé aux États-Unis en 2016, et le fait qu'un candidat comme Donald Trump soit capable d'utiliser des arguments absolument mensongers ou des théories du complot parfois assez loufoques pour en faire des arguments électoraux, et qui a réussi à gagner des élections. Et en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions en 2013-2014, après mon expérience chilienne, on va dire entre guillemets. Parce que je voyais dans la montée des populismes en Europe, dans la montée des extrêmes droites, moi quelque chose qui m'inquiétait beaucoup. Pas en tant que journaliste bien entendu, mais surtout en tant que citoyen, quoi. Et dans cette montée, je voyais une forme de similitude avec ces discours qui se multipliaient dans la vraie vie et ce qu'on voyait faire des millions de vues sur Internet, notamment sur YouTube, notamment sur des pages Facebook. En fait, je voyais une forme de lien, de cause à effet entre les audiences colossales que faisaient tout un tas de gens sur les réseaux sociaux, sur Internet, et la montée en puissance de courants politiques qui m'en inquiétaient beaucoup. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'un nouveau média se crée, un média qui s'appelle Spicy, qui a produit tous mes films depuis 2015. Et il y en a eu 5 ou 6, bon, je sais pas, ouais, je crois, toujours à 12. Et en gros, qui était un média monté par des professionnels de l'information, des gens qui avaient travaillé pour les plus grandes émissions de reportages, de documentaires et tout, et qui décidaient d'aller sur Internet pour proposer de l'information, mais sans les moteurs de recherche, Google et compagnie, sans YouTube, sans publicité, sur l'abonnement, en misant sur l'idée que des journalistes qui ne seraient payés finalement qu'à faire le meilleur documentaire possible, ça attirait un public et que ça trouverait du coup une forme de modèle économique. Il se trouve que moi, quand ils m'ont proposé de travailler avec eux, je les ai incités à effectivement s'intéresser à ceux qui seraient leurs voisins, c'est-à-dire les sources d'informations sur Internet, et qui étaient parfois un peu surprenantes, en tout cas pour des professionnels de l'information comme nous. Lire des trucs comme la Terre est plate, où il y a des pyramides au fond de la mer, ça nous semblait un peu bizarre. Et effectivement, dans cette démarche, il y a eu aussi des événements de la société française qui nous ont un peu frappé en plein cœur. Et en janvier 2015, nos copains de Charlie Hebdo, le Bataclan dans la foulée, et on voyait bien qu'à la suite de ces événements se créait une forme d'autres discours, de contre-discours, de contre-narration qui proliférait en ligne. Donc on a décidé d'essayer de tester un petit peu, de comprendre cet univers, et pour comprendre cet univers, moi je me suis infiltré dans les univers complotistes sur Internet, sur Facebook. Durant l'année 2015, j'ai créé un personnage qui a commencé à développer des amis, et on a créé un mensonge qu'on a diffusé sur Internet avec l'idée que certains le reprendraient sans vérifier, mais que
d'autres seraient capables de vérifier, de voir le poteau rose. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que vous imaginez que cette expérience est au moins un tout petit peu réussie et qu'en quelques semaines, la vidéo a fait des milliers de vues sur YouTube, que des tas de sites complotistes ont récupéré cette information. Et en gros, moi, depuis, ouais, encore une fois, moi, je m'y attendais pas vraiment, mais je suis devenu une forme de spécialiste de ces histoires-là, de ces fausses idées, de ces fausses croyances, de ces fausses informations. Un tout petit point sémantique, quand on parle de fake news, et ben en fait, on aurait tendance à traduire ce mot en français en disant fausse information. Mais le français est une langue qui repose bien souvent sur le contexte dans lequel on va utiliser les mots. L'anglais est très souvent beaucoup plus précis dans sa qualification des phénomènes. Et si on dit fausse information en français, pour le traduire en anglais, ben ça va se dire false news. Alors pourquoi est-ce que le terme de fake news serait différent? Parce qu'en fait, le terme de fake news, eh bien, il désigne autre chose qu'une simple fausse information. C'est un petit peu comme le faux sac Vuitton ou le fake sac Vuitton. Ben, le faux sac Vuitton, vous l'avez payé 2 centimes sur un marché en Thaïlande ou au Maroc, et vous savez que c'est un faux. Vous avez acheté pas cher un truc, mais vous savez que c'est un faux. Le fake sac Vuitton, vous l'avez payé le prix d'un sac Vuitton, mais c'est pas vrai. Et donc, il y a une intention manipulatoire. Et donc, derrière l'idée de la fake news, ça ne peut pas être quelqu'un qui se trompe en vous parlant. C'est quelqu'un qui a volontairement décidé de présenter quelque chose de faux comme quelque chose de vrai. Un exemple de fake news qui a été répété plus de 260 fois, et les Américains, ils sont un peu... ils notent tout. Et donc, notamment ce que dit le président. Et donc, encore une fois, M. Trump, il a répété 260 fois que son gouvernement était en train de construire un mur de séparation avec le Mexique. Et que ce mur était situé à la frontière sud de l'État du Colorado. Alors, pour tous ceux qui ont un tout petit peu de notion sur la géographie américaine, le Colorado, c'est un État qui est en plein milieu du pays. Et pas du tout de frontière avec le Mexique. C'est donc pas du tout possible que si le gouvernement américain construit un mur de séparation avec le Mexique, ce mur soit à la frontière sud du Colorado. Il y a plein de fois dans l'univers des fake news et des théories du complot où on peut débattre. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Mais malgré tout, cette phrase répétée 260 fois par le président, ça devient une forme de réalité. Et ça devient quelque chose qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que finalement, et pour faire appel un peu à ces notions de vivre ensemble que vous défendez à la fois à la fille et à l'école, pour vivre ensemble, il faut qu'on partage des choses. Et si les faits, c'est-à-dire ce qui nous permet ensuite d'interpréter tout ça en fonction de nos cultures, de nos croyances, de nos convictions politiques, de ce que nous sommes, de nos humeurs, si ce truc qui nous permet de discuter, nous ne le partageons plus, on a un énorme problème. On a un énorme problème, et ce problème, finalement, il ne nous est pas posé par ceux qu'on qualifie de complotistes. Ils ne sont pas qualifiés, le problème ne nous est pas fondamentalement posé par les gens qui diffusent ces fausses informations ou qui veulent absolument faire entendre une voix dissonante. Le problème nous est beaucoup plus posé par ceux qui permettent à tout ça de se diffuser. Quand moi j'ai commencé à travailler sur ces questions, donc en 2014, en 2015, effectivement, si vous m'aviez rencontré, que vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit oui. Ouais, là le problème qu'on a, c'est les mecs comme Soral, comme Dieudonné, comme Thierry Messant, qui racontent n'importe quoi, et qui à la fin génèrent des croyances. Voilà. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils posent plus de problème, il y a écrit suffisamment d'articles très désagréables sur moi pour que je considère que ça continue d'être un problème. Mais en fait, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est que en un peu plus de 15 ans, notre rapport à la réalité a changé fondamentalement. Grosso modo,
le monde dans lequel nous vivons, eh ben, on le perçoit avec nos yeux quand on est dans des moments comme ça où on se rencontre, mais on le perçoit aussi beaucoup au travers de ces outils numériques. Et sur ces outils numériques, eh bien, ce que vous voyez, madame, ce que vous voyez, monsieur, ce que vous voyez, monsieur, ben, c'est pas la même chose que ce que je vois moi. Et on pourra probablement jamais savoir pourquoi vous voyez ce que vous voyez, pourquoi vous voyez ce que vous voyez, pourquoi vous voyez ce que vous voyez. Et dans cette espèce de modification de notre accès à l'information, de notre accès à la réalité, ben en fait se créent des espèces de murs, de frontières infranchissables, d'espaces clos dans lesquels on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se radicaliser parce que ce qu'on nous montre, on y croit déjà un petit peu. Et en fait, en quelque sorte, les grandes plateformes sociales, Facebook en particulier, mais pas uniquement Facebook, eh bien, elles ont changé notre manière d'accéder aux choses. En changeant notre manière d'accéder aux choses, elles ont décidé de jouer sur ce qui marchait le mieux. L'objectif de ces entreprises, c'est pas du tout de faire de la politique. Leur objectif, c'est de faire de l'argent. C'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, eh bien, ils ont compris que la colère, ça marchait mieux. Ils ont compris que la violence, ça marchait mieux. Ils l'ont compris parce qu'il existe depuis 50 ans tout un tas d'études en psychologie sociale, en tout un tas de recherches sociologiques, en sociologie politique, mais y compris dans des univers de la médecine, comme la psychiatrie. On sait que tout un tas de choses marchent mieux sur les êtres humains. Et bon an, mal an, on avait créé des mondes absolument pas parfaits, sur lesquels il y a plein de choses à redire, mais dans lesquels on essayait de lutter un peu contre ces aspects grégaires de l'être humain. On essayait de lutter sur le fait que, c'est pas interdit, mais on va mentir un peu quand même. On essayait de construire des sociétés où les choses n'étaient pas interdites, mais on essayait de tendre vers. Et en 15 ans, les petits malins de la Silicon Valley, là, avec leur sweat à capuche, leur pétard et leur crocs, ils ont renversé la table. Ils ont complètement renversé la table, et ils ont renversé la table d'une manière qui est très, très intéressante, et qui est en même temps très inquiétante. Il y a tout un tas de gens qui estiment qu'on leur ment, que les grands médias professionnels disent n'importe quoi, que les journalistes sont là pour les manipuler. Finalement, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais il y a une forme de paradoxe à aller exprimer cette revendication du droit à la liberté d'expression dans un univers, les réseaux sociaux, Facebook en particulier, qui est le plus grand centre de flicage de l'histoire de l'humanité. C'est une très grande chercheuse américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a écrit un livre que je ne peux que vous recommander, qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance, dans lequel elle raconte ça. Elle raconte qu'en fait, eh bien, afin de se garantir une forme de liberté d'expression qui est en fait assez factice, eh bien, on a accepté de donner la totalité, ou presque, de nos vies privées, de nos vies intimes, de nos secrets les plus chers, à des multinationales qui en font commerce. Il y a quelque chose dans cette espèce de contradiction qui, au minimum, doit nous interpeller, et doit tous nous interpeller en tant que société. Et sur lesquels il va falloir faire bouger, y compris les gens qui nous gouvernent. Et ils ne sont pas mieux que nous, ils ne comprennent rien à ce qui se passe derrière leurs écrans. Donc on a un vrai enjeu de société. On a un vrai enjeu de société parce que, y compris, et je pense que c'est quelque chose sur lequel l'immense majorité des Français pourraient se mettre d'accord, on se fait imposer une vision du monde, une façon de faire les choses, une loi qui n'est pas la loi de notre pays. La liberté d'expression telle qu'elle est conçue aux États-Unis, c'est pas du tout la même que celle qui existe en France. Les lois ne sont pas que le reflet des volontés de ceux qui les écrivent. Elles sont aussi le reflet des soubresauts de l'histoire, des accidents. Et on est bien placé en France pour savoir que les accidents de l'histoire,
eh bien, il faut aussi trouver des moyens de lutter contre a posteriori. Il y a quelque chose d'un peu surprenant chez les êtres humains, tous, autant que nous sommes, c'est qu'on a toujours tendance à plutôt voir des intentions que du hasard. Là, on est mardi soir. Et ce que je vous disais que pendant qu'on parle là, et bien à l'euro-million, les numéros qui sont sortis gagnants là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous pétez les plombs. Vous hurlez à la conspiration de l'euro-million. En fait, n'importe quel mathématicien ou prof de maths pourrait vous expliquer qu'il y a exactement la même probabilité mathématique d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 que n'importe quelle autre combinaison de chiffres. Et pourtant, notre cerveau refuse cette possibilité. On lutterait presque contre cette idée-là. Pourquoi? Eh bien, parce que on ne s'est pas réveillé au XXIe siècle, on n'est pas né comme ça au XXIe siècle, il y a une histoire de l'humanité. Il y a une histoire des êtres humains. Et avant d'être des êtres humains socialisés, ben, on vivait dans la nature. Et quand, à 2 h du matin, vous entendiez une petite brindille craquer là, c'était pas un hasard du tout. Hein. C'était un putain de puma qui venait vous bouffer la gueule. Il fallait se barrer immédiatement. Il fallait partir en courant, il fallait même pas réfléchir. Et en fait, de cette propension de l'être humain à se protéger, finalement le hasard représentait une forme de danger pour nous, eh bien, on en a fait, en se socialisant, on a conservé ce trait-là. Et donc, ce qu'on n'arrive pas à expliquer, on a immédiatement tendance à mettre une intention derrière. Le meilleur exemple de tout ça nous ramène sur les bancs de l'école. Quand on avait une bonne note, c'était grâce à nous, grâce à nos qualités, grâce au travail qu'on avait fourni, grâce à tout ça. Mais quand on avait une mauvaise note, et là c'est qu'on avait été saqué, bien entendu. Hein, et on retrouve un peu cette logique-là. Mais je crois qu'il faut être capable de comprendre que si on transpose ces petites bribes de raisonnement et d'esprit critique à notre vision du monde, à notre vision de nos propres réalités, ben on a tous un petit peu ces tendances-là à blâmer les autres pour ne pas être devenus, non pas ce qu'on devait devenir, mais ne pas être devenus ce que nous, on estimait devoir devenir. Et dans cet espace-là, dans cette espèce de frustration personnelle qu'on va tous à un moment ou l'autre ressentir, eh bien, il y a aussi la place pour de fausses croyances. La période que l'on vit, la pandémie, ben, ça montre à la fois que ces histoires de théorie du complot et de fausses informations, elles sont très anciennes et qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui, et en même temps qu'on est resté un petit peu sur les mêmes logiques. À l'époque de la peste bubonique, hein, donc on remonte au Moyen-Âge, on expliquait que c'était les Juifs qui mettaient la maladie dans les pluies. Donc il y avait déjà une forme de volonté de trouver une explication à quelque chose qu'on ne comprend pas, de trouver une solution à ce problème, parce que s'il y a un responsable, s'il y a un grand méchant, et ben du coup il y a une solution à ce problème. Puisqu'il y a un grand méchant, si on s'attaque à ce grand méchant, in fine, et ben on reprend une forme de contrôle sur la réalité. On reprend une forme de contrôle sur les choses. Et donc il y a, dans cette logique-là, quelque chose qu'on a aussi retrouvé là, et bien au mois de mars 2020, où on s'est retrouvé face à quelque chose qu'on ne comprenait pas, quelque chose qui nous faisait peur, quelque chose sur lequel qu'on n'arrivait pas à expliquer, et en plus, quelque chose sur lequel le niveau d'impréparation, d'incompétence ou de ratage au choix, vous ferez votre mélange tout seul, des autorités, des gouvernements à différents niveaux, eh bien, sont venus aussi renforcer tout ça. Et là-dessus, c'est greffé le fait qu'on était tous enfermés chez nous, que du coup, on passait notre journée à chercher des informations là-dessus, soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, soit sur les chaînes d'infos en continu. Et le problème, par exemple sur Google, c'est que vous avez beau poser la bonne question, il ne donne jamais la bonne réponse. Et
donc il y a aussi un petit peu quelque chose qui s'est joué contre nous. Dans cette volonté de capter notre attention, dans cette volonté de nous maintenir connectés à Facebook, connectés à Instagram, connectés à YouTube, et bien ces plateformes, elles ont essayé de comprendre comment fonctionnaient les êtres humains. Elles jouent sur les pires aspects de nos personnalités et elles arrivent à nous maintenir là-dessus. Mais finalement, c'est pas le pire. C'est pourtant déjà assez dégueulasse. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que, en faisant ça, en créant ces conditions-là pour le débat public, pour le débat démocratique, et bien quelque part, elles entraînent tout le monde dans cette volonté du moins-disant, dans ce truc de celui qui crie le plus fort va gagner. Et elle crée les conditions, eh bien, d'une société dans laquelle, au bout d'un moment, on n'arrive plus à être en désaccord. Quand on... J'allais dire ça, je me rendais compte en plus en me disant, sur Facebook, on ne dit pas d'accord, pas d'accord. On dit j'aime, j'aime pas. Et en transposant le fait d'être d'accord ou pas d'accord avec quelqu'un, en le mettant sur un biais de j'aime, j'aime pas, déjà on se place plus du tout sur la rationalité, on se place sur l'émotionnel. Et en même temps, eh bien, quelque part, quelqu'un avec qui on est d'accord ou pas d'accord, on peut discuter. Quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne discute plus. On se bat. Et en fait, moi c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est le fait que, sans qu'on s'en rende compte, et parce qu'elles avaient l'air hyper cool, hyper pratiques, et qu'elles sont hyper cool et hyper pratiques, mais en fait, elles ont pris un peu le pas sur nous. Et ça va aussi démontrer que toutes ces questions ne sont pas nouvelles et qu'elles sont assez anciennes. Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque pour le vivre ensemble, il y a un vrai risque dans nos sociétés, parce que, comme le disait Voltaire, et ça ne nous ramène pas hier, ceux qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là sur lequel il faut bien avoir conscience. Après, il y a aussi des pistes qui permettent de changer un certain nombre de choses. À force de voir les études du CEDIPOF ou d'autres grands instituts de mesure de l'opinion dans notre pays, de voir le rejet sans cesse augmenter des journalistes professionnels par les Français, on s'inquiète beaucoup quand on est dans la situation face à tout ça. Et en fait, il m'a fallu assez longtemps comprendre. Moi, je ne comprenais pas très bien pourquoi. Moi, je ne suis pas devenu journaliste pour être à la solde des puissants. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un seul étudiant en journalisme dans ce pays aujourd'hui qui pense ça. Moi, je suis devenu journaliste pour défendre un certain nombre de gens qui ne pourraient pas avoir la parole sans ceux qui voudraient bien la défendre. Donc, c'est cette espèce de retournement de systématiquement poser les journalistes professionnels comme des complices du pouvoir, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, je trouve ça terrifiant. Et en fait, ça vient de quelque chose que moi, il m'a fallu un peu de temps à comprendre, un peu de temps pour le comprendre. En réalité, on ne croit jamais à une seule théorie du complot. Ça ne veut pas dire que si on pense que les reptiliens gouvernent le monde en secret, on pense aussi que la Terre est plate. Ça ne veut pas dire que si on pense que le 11 septembre, c'est les Américains, on pense fatalement qu'on n'a pas marché sur la Lune. Ça veut dire que si on pense qu'on n'a pas marché sur la Lune, ou que les Américains ont organisé le 11 septembre 2001, ou que les reptiliens gouvernent le monde en secret, et bien on croit systématiquement à une deuxième théorie du complot sous-jacente, qui est que les journalistes vous manipulent sur cette question. Et donc, l'avènement de cet univers des théories du complot, l'avènement de cet univers quelque part un peu idéologique, de la défiance généralisée, eh bien, il touche aussi ceux qui voudraient défendre ceux qui peuvent être défendus. Et en fait, il y a quelque chose de terrifiant à ça, parce que du coup, les gens se tournent vers d'autres formes de sources d'information,
qui sont bien souvent très mal intentionnés. On a un cas particulièrement inquiétant depuis le début de la pandémie, c'est le journal François. François, qui a été l'un des plus grands quotidiens français, a eu des gros problèmes économiques depuis le milieu des années 2000. Et de rachat en rachat, ça a terminé dans les mains d'un mec qui n'avait rien à voir avec l'univers de la presse auparavant, et qui a décidé de transformer François en un blog complotiste, qui en plus tient des propos particulièrement violents contre les personnels soignants, contre les autres journalistes et tout. Et en fait, c'est terrible parce que pour l'immense majorité de nos concitoyens, François, ça reste François. Et c'est pas du tout devenu cette espèce de feuille de chou ridicule dans laquelle il n'y a même plus un seul journaliste. Et pourtant, il continue à jouir d'une forme de réputation positive pour tout un tas de gens. Et pourtant, il y a manipulation, il y a clairement tromperie sur la marchandise, quoi. Je ne voudrais pas terminer sur quelque chose d'aussi négatif, mais la période n'incite pas beaucoup à l'optimisme. Et en même temps, l'un des autres trucs auxquels moi je ne m'attendais pas du tout dans ma vie de journaliste, c'est que moi j'aimais pas trop l'école, c'était pas trop mon truc. Et depuis janvier 2016, je me suis rendu dans plus de 190 écoles de France, dans plus de 90 villes de notre beau pays, afin de faire de l'éducation aux médias et de l'éveil à l'esprit critique, en utilisant justement ce film de 2015 qui racontait cette infiltration dans les théories des complots. Et pour le coup, autant je suis rentré dans ces classes un peu inquiet par l'année 2015 qu'on avait vécue, avec la crainte de me retrouver face à des hordes de gamins qui croyaient n'importe quoi et qui étaient devenus complètement complotistes et tout. Et en fait, je ressors de ces interventions avec une immense foi dans la jeunesse de notre pays, dans sa capacité vraiment incroyable à justement utiliser son esprit critique, à justement être capable de poser des questions, d'interroger. Et du coup, effectivement, je crois que l'un des vrais enjeux, il concerne les futures générations, pour que nos têtes blondes ne portent pas demain des chemises brunes. Et voilà, et moi je voudrais me faire un peu le porte-parole de tout un tas d'enseignants que j'ai croisés, 190 classes, vous imaginez, ça fait au moins 190 enseignants, et tous leurs collègues et tous ceux avec qui on échange, pour vraiment demander la création d'une nouvelle matière à l'école, une matière de l'éducation numérique, une matière dans laquelle les jeunes apprendraient à la fois comment fonctionnent les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle, comment fonctionne un moteur de recherche, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, et aussi mettrait en place des dispositifs intellectuels, d'esprit critique, de compréhension. Et je crois que c'est vraiment un enjeu hyper important, parce que je crois qu'on ne peut pas, dans un monde dans lequel chacun, et je vous vois avec vos téléphones dans la salle le faire alors que nous discutons à l'instant, on ne peut pas s'imaginer être des journalistes en utilisant ces réseaux sociaux pour diffuser de l'information et s'exonérer totalement d'une forme de méthodologie, de manière de travailler, d'éthique. Et moi, je suis ravi de voir que tout un tas de gens ont envie de produire de l'information, de la partager, de la faire vivre. Je trouve ça génial. Et je dis juste, même si ça n'a pas l'air, journaliste, c'est un vrai métier. Et donc, apprenons ensemble, discutons-en avec le public, d'ailleurs, qui a certainement des critiques totalement légitimes sur l'information, la manière dont elle est traitée et tout. Moi-même, j'en ai beaucoup, vous pouvez l'imaginer. Mais du coup, voilà, je crois qu'il y aurait une forme de contradiction un peu individuelle
à s'imaginer pouvoir diffuser de l'information et à jamais être complètement responsable de ce qu'on fait ou de la manière dont on l'a fait. Et en même temps, il y a une forme d'espoir, à mon sens, à trouver des solutions à ces problèmes tant qu'il y a du dialogue. Depuis plusieurs mois, moi je reçois énormément de courriers de tout un tas de gens. 90% des courriers ne sont pas très sympas. Et ce sont des gens très courageux qui parlent sous une fausse identité et qui parlent très souvent de ma maman ou de me faire des trucs pas très cool avec des ustensiles et tout. Mais il y a aussi des gens qui sont dans une grande détresse parce que depuis le début de la pandémie, ils ont quelque part perdu quelqu'un de leur famille et c'est comme ça qu'ils le disent, c'est comme ça qu'ils l'expriment. Mon cousin, ma sœur, mon ami, on n'arrive plus à discuter, on n'arrive plus à se parler, ils me traitent de machin, d'être le relais du gouvernement, de trucs, de je sais pas quoi. Et je crois que c'est quelque chose qui reste encore de l'ordre de l'anecdotique, mais qui montre une tendance beaucoup plus grande dans la société, dans laquelle, à force de dire je t'aime pas, à force de dire j'y crois pas, et non plus je suis d'accord, je suis pas d'accord, et je sais pas, mais en fait ça crée les conditions d'une nouvelle société. Je suis pas certain que les dispositifs qui existent aujourd'hui dans notre pays, que les lois existantes en France aujourd'hui, nous protègent face à ces bouleversements, en tout cas des bouleversements de cette ampleur, à la fois dans nos processus de socialisation, dans notre manière de vivre ensemble, de travailler ensemble, de discuter ensemble. Et donc, je pense qu'il y a une forme de vigilance à avoir. Le problème de ces structures numériques, c'est qu'elles avancent un petit peu comme des icebergs. On n'en voit qu'un tout petit bout, et il y a une immense partie qui est sous la mer. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans le cas du Titanic, à découvrir un peu trop tard qu'on était sur la mauvaise route. Et j'ai parfois un petit peu peur de tout ça, et j'ai d'autant plus peur quand je vois que ceux qui devraient et qui pourraient nous protéger, c'est-à-dire nos représentants, quoi qu'on pense d'eux, qu'on ait voté ou pas pour eux, ils sont aux affaires, et c'est à eux qu'incombe cette responsabilité. J'ai pas l'impression qu'ils comprennent très bien comment tout ça fonctionne, et finalement, mal nommer un problème ou mal comprendre un problème, c'est s'assurer d'être totalement incapable de le résoudre un jour. Je vais vous laisser poser toutes les questions que vous avez envie de poser et me dire toutes les choses que vous voulez me dire. Je voudrais juste vous laisser sur une phrase d'un homme politique que moi j'ai eu la chance de connaître personnellement et qui a finalement assez marqué ma vie. C'est Michel Rocard, qui a été Premier ministre, que vous connaissez tous. Il disait un truc. Non, pardon. Il disait il faut toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est très courante, le complot requiert un esprit rare.